Ok, donc maintenant on va passer par la mise en pratique. Donc Atim vous a expliqué un petit peu les LLM et le RAG. Et maintenant, moi, je vais vous expliquer comment, concrètement, d'un point de vue développeur, comment implémenter une solution comme ça. Donc là, en ce moment, la librairie du moment, c'est LangChain. C'est vraiment la librairie qui va vous permettre de connecter vos LLM et de développer des applications avec ça. On va regarder un petit peu tout d'abord la mission de LangChain. Ok, je reprends. Alors, donc la mission, c'est de faciliter la création d'applications et d'améliorer l'interaction que l'homme peut avoir avec la machine. Les caractéristiques de LangChain, c'est une librairie qui est très puissante parce qu'elle permet d'intégrer tous les nouveaux modèles de LLM qui vont y avoir, notamment bien évidemment ChatGPT, mais aussi les modèles qu'a montré Atim tout à l'heure avec Hugging Face. Vous avez une flexibilité avec LangChain, ce qui fait qu'en fait vous avez plein de modules différents que vous pouvez connecter les uns avec les autres pour créer différentes architectures d'interfaces, de chatbots, d'assistants IA. Et bien sûr, tout ça, c'est très accessible aux développeurs. On a une communauté sur LangChain qui est très active et qui développe énormément de modules, parce qu'il faut savoir avec LangChain qu'on va se connecter avec plein de choses, avec plein d'outils qui sont différents. Et grâce à la communauté qui est très active, eh bien, on a plein de connecteurs par rapport à tout ça, ce qui fait que ça nous évite à chaque fois de redévelopper des connecteurs d'API pour tel ou tel service. Il faut voir LangChain un petit peu comme une boîte à outils. Vous allez pouvoir connecter vos prompts. Atim en a parlé tout à l'heure, mais grâce à LangChain, vous allez pouvoir aller très loin avec des prompts, créer des templates, utiliser des fichiers. Vous allez pouvoir définir un historique avec vos prompts. Vous avez énormément de possibilités. Tout ce que vous imaginez de possible à faire avec LangChain, eh ben, il le fait. En général, jusqu'à maintenant, moi qui ai beaucoup développé avec ça, dès que j'avais un souci, je me suis dit j'allais développer ça à la main. En fait, j'avais pas besoin de le développer à la main. LangChain avait un module, une fonction qui répondait à mon besoin. Vous allez pouvoir connecter aussi des vector stores. Alors des vector stores, ce sont des bases de données vectorisées. Ce qu'il faut savoir avec les LLM, c'est que pour aller justement interroger des bases de données géantes avec du texte, on va pas faire une recherche de texte classique comme on fait en programmation. On va vectoriser le texte. Et c'est, Atim, tu me dis si je me trompe, mais c'est sur quoi sont entraînés les LLM, où on va retrouver, en fait, on va avoir du texte qu'on va transformer en vecteur avec énormément de dimensions, et on va mettre ça dans des bases de données vectorisées. Et grâce à un système de recherche, en fait, on va pouvoir rechercher du texte dans ces bases de données, mais pas du texte exact. On va pouvoir rechercher du texte basé sur le sens et sur à quel point les mots se ressemblent les uns aux autres, mais en termes de sens, de synonymes. Et donc, tout ça, ça passe par des bases de données vectorisées. Et bien évidemment, LangChain permet de connecter ces bases de données vectorisées. Une fois que vous avez vos bases de données vectorisées, vous allez pouvoir créer des document loaders. Donc, c'est un petit peu des petits modules qui vont permettre de, à partir d'un prompt, retrouver les documents les plus pertinents associés à ce prompt. Bien sûr, avec LangChain, vous allez pouvoir connecter vos LLM. Vous allez pouvoir définir des chaînes. Donc, ça va être, on va le voir tout à l'heure dans la démonstration, les différentes étapes qu'on va avoir les unes à la suite des autres, où on va avoir notre prompt, par exemple. Ensuite, on va aller retrouver les documents qui vont nous servir pour générer un nouveau prompt que celui-ci, on va envoyer au LLM. À la suite, le LLM va nous envoyer une réponse. Dans la chaîne, on va ajouter peut-être un parseur pour cette réponse, pour pouvoir avoir le format qui nous intéresse, etc., etc. Et enfin, vous allez pouvoir développer des agents. Donc, c'est directement des programmes type chatbot directement intégrés à LangChain. On va regarder rapidement l'architecture de LangChain. Donc, on retrouve au niveau de LangChain, tout d'abord, les protocoles de base de LangChain, c'est la base de la pyramide, sur quoi on va baser tout le reste. Ensuite, on va retrouver les différents composants qui vont intégrer les différents services qu'on va avoir, donc tout ce qui va être connexion de modèle, connexion de vector store. On va retrouver plein de fonctions qui vont nous aider dans tout ça. Par exemple, des text splitters qui vont nous permettre de découper du texte pour pouvoir le mettre dans notre base de données vectorisée. Et on va avoir d'autres outils, plein de petites choses. On va avoir notamment les parseurs, ce qu'on appelle de l'exemple selector,
Donc, ce qui va permettre de choisir des bons exemples pour envoyer à notre prompt. Et donc, tous ces composants, on va pouvoir les mettre ensemble dans des composants d'architecture, donc ce qu'on va retrouver, ce que j'ai dit juste avant, les chaînes, les agents, et on va pouvoir mettre en place des stratégies pour retrouver des informations. Ça, c'est vraiment le cœur de LangChain. LangChain, il propose avec ça aussi des solutions de déploiement pour déployer directement vos applications sous forme d'API. Et en plus, LangChain propose un service supplémentaire qui s'appelle Langsmith, qui permet de monitorer en fait toute cette architecture-là. Donc on va retrouver des logs, on va être capable de voir, parce que quand on construit un chatbot, un RAG, et qu'on utilise des chaînes, on a toute une suite de différentes opérations qu'on va avoir, et Langsmith va pouvoir nous permettre de voir en fait cette suite-là et de débugger un peu tout ça. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la base de LangChain, donc à savoir ce bloc-là, avec les composants de base et les composants d'architecture. Donc je vais passer tout de suite sur la plateforme et puis on va rentrer dans le vif du sujet. On va prendre un notebook et puis on va faire une petite démo sur comment utiliser ces différents composants. Hop. Donc là, normalement, vous avez accès à ce notebook avec le lien qu'Ati m'a partagé tout à l'heure. Et on va regarder ça ensemble. Donc tout d'abord avec LangChain, il faut installer LangChain, bien évidemment. On installe aussi LangChain OpenAI, ce qui va nous permettre de nous connecter à ChatGPT. Alors moi ici, j'ai déjà fait les installations pour ne pas perdre de temps. Bien évidemment, on va avoir besoin d'une clé d'API pour pouvoir se connecter à OpenAI. Ici, je vous ai mis un petit lien pour générer les clés d'API. Alors bien évidemment, il faut se connecter. Alors ici, je ne suis pas connecté. Je vous laisserai faire ce processus-là, mais il suffit simplement de suivre ce lien, vous connecter et vous arriverez directement dans l'interface d'OpenAI où vous pouvez générer des clés d'API. Vous générez une clé d'API, puis vous retrouvez quelque chose qui ressemble à ça. Vous le mettez juste ici dans le notebook. Et ça va vous permettre de mettre cette clé d'API dans vos variables d'environnement, ce qui sera directement utilisé par LangChain et LangChain OpenAI. Ceci étant fait, on va utiliser notre premier modèle. Alors, ici, on va avoir on va utiliser notre premier LLM. Et pour ça, il faut créer un modèle LangChain. Donc ici, le modèle LangChain qu'on va utiliser, c'est Chat OpenAI, importé de LangChain OpenAI. Ici, on le déclare comme ceci. C'est à l'intérieur de cette classe, de cette initialisation de classe, qu'on va mettre tout un tas de paramètres qu'on peut avoir sur la manière dont on veut utiliser le modèle. Donc, tout d'abord, bien évidemment, le modèle name. Oui. Tu peux zoomer un peu plus, peut-être, sur l'écran. Ah ouais, c'est un peu petit. Ouais, ouais. Hop, je vais retirer ça là. C'est bien. Je vais mettre en grand comme ça. C'est un peu mieux là, non? Ouais, c'est beaucoup mieux, ouais. Merci. Ok, parfait. Donc, vous allez pouvoir mettre ici, choisir le modèle que vous allez vouloir. Ici, moi, j'ai utilisé GPT-3.5. Vous allez mettre des paramètres comme par exemple la température. Vous allez retrouver ici, moi, j'ai défini une limite de tokens que va nous retourner le modèle pour éviter de dépenser trop de tokens. Et ensuite, tout simplement, vous voyez qu'en quelques lignes, on a déclaré notre modèle et en une seule ligne, on peut lui envoyer un prompt pour lui poser une question et voir sa réponse. Donc, je vais lancer ça. Voilà. Et là, j'ai la réponse de mon modèle GPT-3.5. Donc, qu'est-ce qu'une IA générative? On a la réponse du modèle. On peut aussi voir les métadatas. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes parce que quand on développe avec des LLM, on s'intéresse beaucoup au nombre de tokens qu'on utilise. Parce que qui dit token qu'on utilise, dit derrière, c'est de l'argent. Tout ça, on le paye. Donc du coup, c'est très important de savoir un petit peu de monitorer les tokens qu'on utilise, à la fois pour les prompts qu'on envoie et pour les réponses qu'on a. Donc voilà, ici on a créé notre premier modèle et on a envoyé notre première question. Tout ça en, une dizaine de lignes en Python. On n'a pas besoin d'aller se connecter à l'API HTTP, mettre nos credentials, etc. On a juste besoin d'une clé d'API et en quelques lignes, déjà on commence à dialoguer avec notre LLM. Maintenant, on va pousser le curseur un peu plus loin. On va
commencer à rentrer dans ce qu'on appelle un petit peu le prompt engineering, c'est-à-dire la discipline d'écrire des prompts plus poussés pour exploiter au mieux les capacités du LLM. Et ce qu'il faut savoir avec les prompts, notamment avec OpenAI, mais c'est vrai avec d'autres LLM, c'est qu'on n'envoie pas simplement une grosse string, on peut définir déjà plusieurs strings comme ce que vous voyez dans le chat GPT, un historique de conversation par exemple. Bah, vous avez plusieurs messages, et bien en fait on peut envoyer plusieurs messages à notre modèle. Donc ici moi j'ai mis un système prompt, donc c'est le prompt de base qu'on va donner au modèle en définissant un petit peu son comportement. Ici moi je lui dis que c'est un assistant qui doit renvoyer une liste d'animaux qui ont une couleur donnée, et je veux qu'il me renvoie le résultat sous forme d'une liste JSON. Donc le but, ce qu'on va vouloir faire un petit peu dans cet exemple-là, c'est avec un modèle, eh bien, on donne une couleur et on a comme réponse des animaux qui ont cette couleur. C'est quelque chose qui est difficile à faire en programmation, sauf si on a une base de données avec tout ce qu'il y a dedans, mais avec les LLM, c'est quelque chose de très simple. Donc on a notre prompt système, et puis après, moi j'ai mon prompt où on dit quels animaux ont la couleur, et ici je mets une balise. Et ça fait partie aussi de la force de LangChain, c'est que je peux construire mes prompts très facilement, et ici on a un prompt dynamique. C'est pas une string simple qu'on envoie, c'est une string avec un paramètre qu'on va pouvoir donner. Et donc ensuite ici je retrouve ma fonction. Donc dans ma fonction, je vais utiliser mon prompt ici. Donc ici j'ai un prompt composé de plusieurs messages, mon système prompt et mon prompt humain. Je vais le formater avec mon paramètre. Vous voyez le paramètre color ici, ben je vais pouvoir le donner ici dans la fonction format_prompt. Et je vais récupérer les messages. Et c'est ces messages que je vais donner à mon LLM ici. Donc ici, je vais jouer ce code-là. Et donc j'ai ma fonction qui est prête. Et grâce à ça, encore une fois, en quelques lignes de Python, j'ai une fonction qui est prête à être utilisée. Puis après, j'ai juste à donner une couleur en entrée. Et j'ai ma réponse. Alors ici, j'ai mis rouge, on pourrait mettre blanc par exemple. On retrouve le signe, le pélican, l'ours polaire, et voilà. On a tout de suite une bonne réponse. Alors par contre, on voit quelque chose, c'est que la réponse qui nous est retournée, bah, c'est la réponse renvoyée par notre modèle. Et notre modèle, lui, il nous renvoie une string. Et donc, moi, je lui ai dit au préalable de me renvoyer un JSON. Donc lui, bah, il met la JSON, il met le JSON dans la string. Ce qui fait que j'ai quelque chose qui n'est pas forcément très facile à utiliser. Ça, il va falloir le parser pour pouvoir bien l'utiliser. Et encore une fois, LangChain, il nous donne tous les outils qu'il faut. Et donc, je vais pouvoir rajouter un parseur. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Je vais importer de LangChain un JSON output parser que je vais créer ici et que je vais mettre à la suite. Donc, je retrouve mon prompt, je retrouve mon résultat, et après mon résultat, en fait, je vais appeler mon parseur et puis je vais donner à mon parseur ma string. Donc j'ai modifié ma fonction en rajoutant le parseur. Et quand j'appelle du coup ma fonction, eh bien, j'ai directement un parseur. On peut voir ici mon résultat, hop. C'est un dictionnaire. Et du coup, bah, moi j'ai un objet Python que je peux utiliser directement dans mon programme. Et ça, en fait, ce qu'on retrouve ici, là, prompt messages, result string, output parser, etc., c'est les différentes étapes qu'on va retrouver. Tout d'abord, je construis mon prompt, j'envoie mon prompt à mon modèle, et après, je traite la réponse de mon modèle dans un certain format. Bien, tout ça, c'est seulement 3 actions. Mais en général, dans LangChain, ces actions-là, ça va vite le fait d'en avoir plein, en fait. Elles vont rapidement s'accumuler parce que moi, j'ai 3 actions pour quelque chose de très simple. Mais on se retrouve très rapidement dans les chaînes que je fais en général. J'en ai une dizaine. Et du coup, ce qui fait que notre programme est forcément de moins en moins lisible. Et donc, c'est pour ça qu'on a en fait dans LangChain la notion de chain, donc de chaîne, qui va nous permettre de concaténer en fait toutes ces actions-là de manière beaucoup plus lisible en Python. Et on va voir ça maintenant. Donc je reprends. Donc ça, c'est les différents éléments qu'on a qui vont composer notre chaîne. Dans notre chaîne, on a notre modèle, on a notre prompt de base, et on va avoir un parseur de sortie. Ça, c'est ce que je viens de faire. Donc ça, c'est la manière classique
sans utiliser les chaînes. C'est ce qu'on faisait à l'origine de LangChain, où on enchaînait les choses comme ça. Et maintenant, en fait, grâce au principe de chaîne, en utilisant simplement ces mots-clés-là en Python, parce qu'on utilise un petit peu les OR, eh bien, on va construire notre chaîne, mais simplement en une seule ligne, en fait. Vous voyez ici, ma chaîne, c'est ça, en fait. Tout ça, on peut l'écrire simplement comme ça. On enchaîne les choses. D'habitude, d'abord, on a un chat prompt. Ensuite, la sortie du chat prompt va être donnée au LLM, et la sortie du LLM va être donnée à l'output parser. Tout ça, ça va créer une chaîne, et à chaque fois qu'on veut déclencher cette chaîne, eh ben on l'appelle simplement avec le mot invoke, comme on a vu avant. Et donc simplement, là, on a exactement la même chose, mais écrit en 2 lignes. Donc quand on se retrouve avec énormément d'actions plus ou moins compliquées, le fait d'avoir une chaîne comme ça facilite grandement à la fois la lecture et le développement, bien évidemment. Donc ça, voilà, c'est vraiment les bases de LangChain. Maintenant qu'on a vu un petit peu les bases, on va pousser encore plus loin et on va créer notre RAG. Donc, comme Hatim l'a dit tout à l'heure, il y a différentes étapes dans le RAG. Tout d'abord, on va avoir un document. Alors nous, le document, il est ici. C'est le rapport de la commission ici. Alors ici, il ne va pas se charger parce que je pense qu'il est un peu gros. Mais on a notre document. Ici, j'ai mis le chemin. Ce document, va falloir le charger, déjà, dans notre programme. Une fois qu'on l'a chargé, il va falloir le découper pour pouvoir le mettre dans notre base de vecteurs, dans notre base de données vectorisée. On ne peut pas mettre le document tel quel dans la base de données vectorisée, parce que du coup, on se retrouverait avec un ensemble de vecteurs qui contient un seul texte qui est énorme. Et à chaque fois qu'on voudrait aller retrouver les textes qui nous intéressent, bah lui, il nous sortira tout le document. Le problème, c'est que l'intérêt, c'est d'éviter de donner tout le document au prompt. L'intérêt d'un RAG, c'est d'aller chercher certains morceaux de texte qui nous intéressent et qui sont en lien avec notre prompt, et d'enrichir ce prompt avec ces données-là, pour après l'envoyer à notre modèle, et que le modèle, quand il nous réponde, il est à la fois dans le prompt la question, et les ressources qui lui sont utiles pour répondre à cette question. Donc on charge notre PDF, on le découpe en plein de morceaux de texte, on a certains paramètres qui permettent d'avoir de l'overlap, ce qui fait que les morceaux de texte se chevauchent un petit peu les uns les autres, ce qui fait qu'on ne manque rien, et on ne se retrouve pas avec des données qui ont des textes coupés. Une fois qu'on a le texte qui est coupé, on se retrouve avec des chunks. Ces chunks, on va les transformer en vecteurs. C'est ce qu'on fait avec les embeddings. Et ces vecteurs-là, on va en créer une base de données vectorisée. Alors ici, la base de données vectorisée qu'on utilise, c'est Chroma. C'est une base de données en local, directement sur notre machine. C'est quelque chose qui marche parce que ici, on n'a qu'un seul document PDF. Je ne sais plus combien de pages il fait, mais c'est quelque chose qui peut tourner sur une machine. Si on a vraiment énormément de texte, Chroma va pas suffire. Il va falloir... Ouais, merci Hatim. Voilà, il y a 130 pages, ce qui est quand même beaucoup, mais ce qui est assez honnête pour pouvoir tourner en local. Si on se retrouve avec des corpus beaucoup plus gros, là, Chroma suffira pas en local, ou alors il faudra le mettre sur un sacrément gros serveur. Du coup, on va utiliser des services de base de données vectorisées, comme par exemple Pinecone, ou autres. C'est des choses qui sont directement déployées et disponibles sous forme de services API. Et encore une fois, tous ces services, Pinecone par exemple, bien évidemment, LangChain a des connecteurs, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de développer tout ça. On a juste besoin d'appeler le connecteur qu'il faut. Une fois qu'on a notre base de données vectorisée, eh ben on crée ce qu'on appelle un document retriever. C'est grosso modo une petite fonction où on va lui donner un texte, et puis il va nous retrouver les documents qui ont le sens le plus proche du texte qu'on lui a donné. On va lancer ça. Alors, ici, j'ai un petit souci. Ah, mon fichier n'est pas là. Hop, peut-être qu'il n'arrive pas à le retrouver. Non, normalement, il est bon. Est-ce que j'aurais fait une erreur ici? Ah, il n'arrive pas à retrouver mon fichier. Je ne sais pas pourquoi il ne le retrouve pas.
Alors, on va juste... désolé, c'était pas prévu. Regardez où on est dans le système. Ouais, normalement, il est là. Hein. Je sais pas pourquoi il n'arrive pas à le retrouver, celui-là. Ah. Alors, je sais pas pourquoi il le retrouve pas. Ouais, l'effet démo, exactement. Ça marchait hier. Et là, ça ne marche plus. Je crois qu'il faut changer le chemin d'accès. Ah non, normalement, le chemin, il est bon. Là, justement, il me montrait dans mon... je comprends pas pourquoi il l'a pas. On va voir où est-ce qu'il charge. Donc, c'est au niveau du loader, ouais. Object not found. Ouais, bon, ok. Ah, vous pensez comme ça? Alors, je vais juste faire un petit test. Ah ouais, lui, il le trouve. Alors, pourquoi l'autre, il le trouve pas? Je vais réinstaller ça. Hop, effectivement, on va essayer de splitter les étapes. Ouais, hein, c'est dès le load hein, qui passe pas. Fail to open file. Ok. Alors, est-ce que je peux pas remettre un autre fichier? Je vais le retélécharger. Je vais le mettre un peu bêtement comme ça. Pourquoi il ne le retrouve pas? Ah oui. Je vais essayer avec ce nom-là cette fois-ci. Est-ce que... Voilà, bon, je ne sais pas pourquoi je l'ai remis. Ça devrait fonctionner maintenant. Hop, c'est bon. Donc, il charge le document, il découpe, il construit notre base vectorisée et il crée ce qu'on appelle le doc retriever. Ça met un petit peu de temps, bon, et encore pas tant que ça, vous voyez, c'est déjà terminé. Donc on a notre doc retriever qui est prêt. On peut le tester un petit peu ce doc retriever. Donc en fait, on va poser une question. Typiquement, c'est une question qu'on poserait à notre chatbot in fine. Par exemple, donc ça c'est une question, c'est le même rapport que ce dont tu as parlé tout à l'heure à Tim. Par exemple, qu'en est-il de la souveraineté par rapport à l'IA? Je pose mes questions et là il me ressort. Donc là j'ai fait une petite fonction où il me retrouve mes documents, je vais afficher la page, puis je vais afficher les premiers caractères. Donc là pour cette question-là, lui il va me retrouver 4 documents. 2 à la page 86, 1 à la page 106, 1 à la page 92. Et ça, du coup, c'est les documents qu'il va mettre dans son prompt pour poser la question au LLM et lui donner les informations dont il a besoin pour répondre. Maintenant qu'on a ça, alors effectivement, tac. Donc c'est ce qu'on va retrouver vraiment
à cet endroit-là, là, on a fait vraiment cette partie-là, retrieval, relevant document. Donc, ici, on a retrouvé les documents qui vont nous permettre de répondre à cette question. Et ces documents, ils vont nous servir, on va les donner comme contexte à notre prompt. Ensuite, donc cette fois-ci, on va construire notre prompt. Et ça va être un prompt un petit peu plus élaboré que les prompts qu'on a vus précédemment. Dans notre prompt, on va avoir 3 messages. Un message système, alors même 2 messages système, et une question par notre humain. Ici, encore une fois, LangChain nous permet de définir des prompts dans des fichiers texte. C'est beaucoup plus pratique que d'utiliser des strings directement en Python, parce qu'en général, les prompts, ça a vite fait de devenir des trucs un peu plus longs. Ah, ici, j'ai plus... Ah, mais c'est pour ça. Mince. Oui, ça doit être pour ça que j'ai eu le message de tout à l'heure. Alors, on a un petit problème ici, et moi, j'ai plus ces infos-là. Je vous demande une petite seconde. Je vais revenir ici pour retrouver les bonnes infos. Ouais, je pense qu'il y a eu un petit souci, ce qui fait que voilà, prompt contexte, prompt système. Alors prompt système, on va plutôt avoir ça. Donc voilà à quoi ressemble notre prompt système. Donc ici, une des techniques du RAG, c'est pas forcément donner seulement le contexte. Quand on a un document comme ça, on va d'abord chercher à le résumer nous-mêmes. Donc, nous, on donne plein d'informations qui vont être utiles au prompt pour qu'ils connaissent déjà, avant même de donner des réponses, des documents associés, on va donner plein d'informations sur notre document. Donc ici, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a donné le titre, on a dit par qui il était fait, on a donné le sommaire aussi, ce qui lui permet de se retrouver, et on a donné des informations complémentaires. Ici, on va avoir un prompt de contexte. C'est dans ce prompt-là, celui-ci, qu'on va donner les éléments de contexte qu'on va récupérer avec notre document retriever. Et ici, on retrouve la balise qu'on a vue tout à l'heure, hein, ce qui permet à LangChain de nous, on va donner du coup ce qu'on appelle une input variable, le contexte. C'est exactement le même principe que ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on a une autre input variable qui va être la question. Et donc, on va donner tous ces éléments-là à notre prompt. Et ce prompt-là, c'est celui-là qu'on va donner ensuite à notre LLM pour avoir notre réponse. Donc, on construit notre prompt. On va formater les documents aussi, parce que nous, une fois qu'on a récupéré ces documents ici, vous voyez comme ça, on les a pas sous forme de string, sauf qu'un prompt, c'est une string. Donc, les documents qu'on retrouve, on les formate sous forme de string, donc on a une fonction de formatage, et on a un output parser, donc l'output parser, ça va être simplement, je retrouve une string. Et enfin, on va pouvoir construire notre chaîne. On a tous les éléments qu'il nous faut, on construit notre chaîne. Donc notre chaîne, elle va ressembler à ceci. Tout d'abord, on a un dictionnaire, parce qu'en fait, on va avoir 2 entrées. La première entrée qu'on va avoir, ça va être le... Alors, on va pas avoir... En fait, pardon. On va avoir une entrée de prompt qui va se diviser en 2, qui va être donnée à 2 choses. Donc, la première qui va être donnée au contexte. Donc, le contexte, à partir de notre question, au final, l'entrée, ça va être une question. À partir de notre question, on va la donner au document retriever. Le document retriever, il va récupérer les documents associés, ensuite, il va les formater, ce qui va nous donner une string contexte. Cette string contexte, on va la retrouver ici. Et on va avoir la question. Ça, c'est juste une fonction pour dire, bah, tu passes la question telle qu'elle. Cette fois-ci, il n'y a pas de traitement spécifique à faire. Et on va se retrouver avec un dictionnaire comme ça, qui va contenir, au final, une fois qu'il va être traité, je vais mettre ça dans une nouvelle cellule, à peu près comme ça. Une fois qu'il va être traité, ce dictionnaire, il va ressembler à ça. Où ici, on va retrouver notre contexte avec nos informations sur les documents qu'on a eus. Et on va retrouver notre question qui va être passée vraiment telle qu'elle. Donc la question qu'on a là, elle va être comme ceci.
ce dictionnaire-là, il va être donné à notre prompt. Le prompt qu'on a ici, je le rappelle, et qui, lui, va remplacer les tags, les différentes balises qu'on a ici, par moi, ce que je lui ai donné dans ce dictionnaire-là. En sortie du prompt, on aura du coup quelque chose qui est prêt, qui est formaté, où les tags sont remplacés, qu'on va donner au LLM. Le LLM va nous donner une réponse, et cette réponse, nous, on va simplement la transformer en string, parce que le LLM nous renvoie un objet et pas directement une string. Donc nous, on va extraire cette string de la réponse de notre LLM, et on a une chaîne qui est prête à l'emploi. Alors, j'ai pas exécuté cette cellule, hop, et maintenant on est bon. Et on a une chaîne qui est prête à l'emploi, et du coup, je peux poser ma question, par exemple, comment financer l'émergence de l'écosystème IA en France? Donc là, ce qu'on voit pas, mais ce qu'il a fait en background, il a bien exécuté toute la chaîne, il a récupéré les documents, il a formaté le prompt pour nous donner une réponse construite. Il n'aurait pas pu nous donner cette réponse telle qu'elle si j'avais pas fait mon RAG, bien évidemment. Et voilà comment, avec LangChain, on construit notre RAG. C'est quelque chose qui, vous voyez, hein, une fois qu'on met tout bout à bout, notre RAG, là, on a le document de retriever qu'on construit ici, en une vingtaine de lignes. On va retrouver notre prompt, notre format de docs et notre output parser ici. Et enfin, en moins de 10 lignes, on crée notre chaîne. Et vous voyez que, avec un code très concis en Python, on a réussi à créer un RAG. Tout ça, après, on peut le mettre dans une API. Alors, nous, pour ce petit projet ici, on a utilisé une API Flask, qui est très rapide à mettre en place. On pourrait aussi utiliser les différents éléments de LangChain que je vous ai présentés tout à l'heure. Par exemple, ici, la partie LangServe, qui nous permet de mettre ça sous forme d'API aussi. Et on a une API qui est prête à être utilisée. Et je vous remercie pour m'avoir écouté. La démonstration est terminée. Je ne sais pas si